retrouvez sur votre télévision régionale comme à l'accoutumée. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 4 décembre, Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de la 7TV, a exprimé son indignation face à l'exclusion de sa chaîne. Le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, Promise, a organisé hier mardi à Dakar un atelier de partage des conclusions du mémorandum sur la fiscalité des instruments de la finance islamique. Plus de détails dans cette édition. Et puis l'ONG IMCA, en collaboration avec l'ADR et Plan Sénégal, ont procédé au financement du projet des jeunes bénéficiaires du projet DJD. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 4 décembre, Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de la 7TV, a exprimé son indignation face à l'exclusion de sa chaîne et du média en ligne AGED Actu de la liste des médias officiels publiée par le ministère de la Communication. Elle a retracé le parcours de cette TV depuis 2018, affirmant que toutes les procédures légales avaient été scrupuleusement respectées avec l'approbation du CNRA, de l'ARTP et du ministère concerné. Suivons ses propos. 3M Universel a été créé en décembre 2012 sous la dénomination d'une entreprise individuelle. En 2017, nous avons procédé à une évolution dans la dénomination de 3M Universel. La société s'est muée en une société unilatérale à responsabilité limitée. C'est un changement qui a été acté devant un notaire. Et je dispose de toutes les informations et de tous les documents y afférents. Hier, dans la liste qui a été publiée par le ministère, 3M Universel, qui est une société légalement établie, n'est pas reconnue par le ministère de la Communication. 3M Universel était une agence de production audiovisuelle. En 2015, j'ai lancé le site web, la web TV AZ Actu. Vous êtes tous témoins. C'est le premier site en ligne qui a mis en place une rédaction, qui s'est doté de moyens de production et qui a apporté un changement dans la façon de faire ce métier. En 2018, précisément en mars 2018, la télévision 7TV a été lancée. Toutes les procédures relatives au respect des bases légales devant édicter la mise en place d'un média en ligne ou d'une télévision ont été respectées. Les autorisations obtenues non sans peine et conciliables. Nous exerçons notre métier en toute légalité et contrairement à ce que l'on essaie de faire croire à l'opinion publique nationale. Nous sommes aujourd'hui en possession de tous les documents, des documents que nous avons transmis hier au ministère de la Communication. Nous ne pouvons pas et ne devrions figurer sur une liste de médias supposés être non conformes. Si le travail de vérification et de conformité avait été mené par le ministère de la Communication, qui est notre tutelle, nous nous insurgeons contre cette démarche et nous sommes en droit de nous sentir blessés
offensés dans notre... À l'instant, c'était donc Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de la chaîne de télévision 7 TV, qui revenait donc sur la décision prise par le ministre de la Communication. Restons toujours dans la capitale sénégalaise, Dakar, où le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, Promise, a organisé hier mardi un atelier de partage des conclusions du mémorandum sur la fiscalité des instruments de la finance islamique. L'objectif de cette rencontre est de soumettre aux parties prenantes le document afin d'apporter des solutions aux différentes problématiques qui entravent la bonne marche du programme de financement islamique au Sénégal. Mamadou Diagne, directeur de cabinet du ministre de la Microfinance, apprécie à sa juste valeur cette initiative. Suivons ses propos. C'est exactement ce qui est compris par Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, parce que dès la formation de ce gouvernement, dans le décret de répartition des services, une décision forte a été prise d'ériger le Promise, qui était un projet, donc quelque chose qui devait durer dans le temps, a été érigé donc en administration autonome. Ça veut dire que sa mission n'est plus limitée dans le temps. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le nouveau décret, le décret qui va régir le Promise, puisse sortir et donc qu'on puisse mettre à la disposition des Sénégalais une finance islamique la plus adaptée possible. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, retour au Bercail pour parler société. L'ONG IMCA, en collaboration avec l'ADER et Plan Sénégal, ont procédé au financement de projets des jeunes bénéficiaires du projet DJD, un financement porté à plus d'1 million de francs CFA. L'UTIX Jean-Luc Moreau, coordonnateur du projet DJD, revient sur l'importance de cette initiative. Ses propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegei et Moussa Mbaye. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est une journée très importante. Depuis le début de l'année 2024 particulièrement, nous avons eu à organiser plusieurs activités de formation, des formations techniques et professionnelles, des formations en entrepreneuriat, en employabilité et également sur les soft skills. Alors, dans le cadre du projet, il y a cette dynamique qui est d'accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat et il est prévu le financement financement partiel de 50 projets, des jeunes projets économiques. Et nous sommes dans cette dynamique donc de financement de projets. Aujourd'hui, il s'est agi donc pour ces jeunes de présenter leur projet économique qui certainement pourrait leur permettre d'atteindre l'autonomisation économique comme stipulé dans le titre même du projet. Alors, il y a une vingtaine de jeunes, de projets particulièrement qui doivent être présentés, Des jeunes viennent de Taïba Ndiaye, de Tiwawan, des projets qui sont venus également des centres de formation professionnelle de Tiwawan, de Lalan, de plusieurs communes en tout cas, qui doivent quand même présenter donc ces projets de sorte à ce qu'on sache quelle est la pertinence de ces projets et en quoi est-ce que ces projets pour que IMCA est un partenaire de mise en œuvre qui a été donc sollicité ou coopté par Plan International pour le déroulement de toutes les activités en lien avec la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Cela dit, nous avons joué un grand rôle en termes d'accompagnement des jeunes à travers même la formation, des jeunes qui sont formés au niveau des centres de formation professionnelle, des jeunes qui sont également formés même dans la communauté sur différentes thématiques, je l'ai dit tout à l'heure, sur les thématiques par exemple
l'informatique, les soft skills, l'entrepreneuriat, l'employabilité. Et Inca joue un grand rôle quand même en tant que partenaire et qui est en contact avec la communauté depuis toujours. Et maintenant, cap dans le département de Mbour où Saly Portudal a abrité du 2 au 4 décembre le forum des comités nationaux interministériels de coordination de la LBC, FT, FCI, CN, du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Cet atelier de revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelle de la LBC FTP vise à améliorer collectivement les dispositifs grâce à une approche collaborative selon Natou Oswald Tewe, ministre de l'Industrie et procureur général du Libéria, qui a pris part à ce forum. Je suis tout d'abord présent à cette réunion pour représenter le gouvernement du Libéria. Comme vous le savez, le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO qui lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GIABA aide nos États membres à faire face à des crimes économiques tels que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Aujourd'hui, nous savons que si nous ne luttons pas contre la corruption, les services sociaux de base vont complètement s'effondrer. Ce sera un chaos total dans nos États membres. C'est la raison pour laquelle nous devons tous soutenir cette institution dans la lutte auguste qu'elle est en train de mener. Le GIABA aussi, par le biais de l'assistance technique, aide nos États membres en leur dotant des ressources, mais aussi met en place des mécanismes que nos États membres peuvent utiliser afin de mieux faire face à ces crimes économiques que sont le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et je suis tout à fait d'accord que nous continuons encore à faire face à des défis, mais il faut reconnaître qu'il est très important que nous comprenions tous les efforts déployés par l'institution qu'est le GIABA. Il faut sensibiliser les populations autour des questions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cela a un impact sur la qualité de nos vies et aussi celle de nos enfants. Donc nous devons ensemble nous assurer de faire un barrage face à ce phénomène qui est en train de complètement mettre à genoux certaines de nos économies. Je voudrais aussi dire que le GIABA fait un excellent boulot à travers les plateformes qu'il nous offre afin que nous puissions tous être conscients du phénomène de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et voir ensemble comment nous pouvons faire face à ces défis. Et voilà le procureur général du Libéria qui a pris part à cette rencontre. Restons toujours dans la Petite Côte où un atelier de formation d'acteurs d'institutions étatiques du secteur de l'assainissement sur le financement climatique et le marché carbone s'est ouvert hier mardi à Saly Portudal, à Mbour bien sûr, à l'initiative de Global Green Growth Institute, une organisation intergouvernementale internationale en partenariat avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Omar Sen, le directeur général de l'Assainissement, a pris part à représenter le ministre de l'Hydraulique. Il revient ici sur la pertinence de cette initiative. Aujourd'hui, nous nous félicitons et nous nous réjouissons de l'organisation de cet atelier sur la finance climatique et le marché carbone pour le secteur de l'assainissement. Un atelier initié par DJI, effectivement avec l'appui du ministère. Remercier aussi le secrétaire général du ministère qui a bien voulu présider la cérémonie d'ouverture au nom de M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Diandé empêché. Il s'agit d'une activité extrêmement importante qui entre dans le cadre d'un projet financé mise en œuvre par DJI avec l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et l'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs sur ces deux thématiques extrêmement importantes, à savoir la finance climatique et le marché carbone. Et comme vous le savez, dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national qui doit être révisée en 2025, une évaluation avait été faite sur la contribution du secteur de l'assainissement dans les émissions de gaz à effet de serre.
Nous avons estimé que cette contribution, quand même, cette évaluation n'a pas en tout cas rendu compte de la situation exacte de ces quantités de gaz à effet de serre qui sont émises par les ouvrages d'assainissement. Et Didier Diaye nous a accompagnés à mettre en œuvre des études qui nous ont permis d'avoir, en tout cas, de pouvoir quantifier de manière beaucoup plus précise les études. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi 4 décembre avec Mame Birame Cissé Gaye. Actualité nationale, les techniciens supérieurs de santé affiliés au syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé SATSUS sont en mouvement d'humeur. Ils comptent observer une grève de 48 heures ce mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ils réclament entre autres l'intégration des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil, le portage et la revalorisation des indemnités et le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Parle autre chose, suite à la sortie du ministre de la Communication qui a publié ce mardi la liste provisoire des médias reconnus par l'État, les réactions furent de partout après le CEDPS qui a tenu une conférence de presse en réplique à la décision du ministre. Le syndicat professionnel information communication du Sénégal, SYNPICS, annonce via une note qu'il se prononcera dans les jours à venir sur la situation. En attendant, le syndicat en appelle à la sérénité des acteurs et au sens élevé des responsabilités des uns et des autres. Sur la note. Terminons en Conseil des ministres ce mercredi. Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé les ministres et secrétaires d'État à prendre en charge les délais immenses attachés à la mise en œuvre de l'agenda 2050 de transformation systématique du Sénégal. Dans ce cadre, le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement de coordonner les travaux de finalisation de sa déclaration de politique générale qu'il compte effectuer dans les plus brefs délais devant la nouvelle Assemblée nationale. C'était tout pour cette partie de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener ce mercredi au Moyen-Orient, en Afrique australe. Mais tout d'abord, démarrons par la Guinée-Conakry. Différentes organisations guinéennes ont indiqué mardi que le nombre de supporters de football tués dimanche dans une bousculade dans le sud-est du pays était probablement très supérieur aux 56 morts annoncés par le gouvernement. Un collectif d'organisations de défense des droits humains, dans une déclaration lue publiquement à Zérekoré, dit se fonder sur des informations recueillies à l'hôpital auprès de témoins. Pour ce collectif, l'Alliance des jeunes leaders de la forêt, un mouvement pro-Doumbouya local et la junte du CNRD qui l'a appuyé sont les deux principaux responsables du drame de Zérekoré. Les ONG insistent sur le nombre de morts qui, selon elles, s'élève à 135, très loin donc du bilan du gouvernement. Un décompte basé sur les témoignages des supporters et des familles, entre autres. Quittons le golfe de Guinée pour l'Afrique australe. La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans, issue du parti au pouvoir. Dès le premier tour, avec 57,31% des suffrages annoncés dans la soirée de mardi 3 décembre, la commission électorale de ce pays désertique d'Afrique australe, fille d'un pasteur anglican passé par la Russie lors de son exil dans les années 70, la militante a fait ses classes comme au sol. L'organisation de jeunesse du Parti communiste soviétique, figure de la lutte pour l'indépendance, Netumbo Nandi-Ndaitwah porte des positions conservatrices. Son premier opposant, Panduleni Utula, arrive loin derrière avec seulement 25,50% des voix dans cette élection qui a connu une forte participation, mais aussi de nombreux cafouillages obligeant à prolonger le scrutin de plusieurs jours.
Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Nouvelle incursion mortelle de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les chars ont pénétré ce mercredi 4 décembre dans la partie nord de Khan Younes, la principale ville du sud de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, les frappes aériennes ont fait au moins 20 morts sur tout le territoire enclavé. Selon des médecins, les forces israéliennes ont tiré sur l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza pour le 5e jour consécutif, a déclaré le directeur de l'établissement Hussam Abu Safiya. Les forces israéliennes ont tiré sur l'hôpital Kamal. Les forces israéliennes ont tiré sur l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza pour le 5e jour consécutif, a déclaré le directeur de l'établissement Hussam Abu Safiya, précisant que 3 membres du personnel médical avaient été blessés, grièvement. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Ibrahima Sarr. C'est une triste nouvelle qui frappe le monde de la lutte avec le décès du champion Sarr. Il nous a quittés ce matin vers 6 heures, indiquent des membres du CNG de lutte. Ambroise Sarr, 73 ans, laisse un héritage exceptionnel et une profonde tristesse, c'est tous ceux qui l'ont connu. Sa carrière en tant que lutteur puis entraîneur est couronnée de succès. Le lutteur originaire de Palmarin a remporté pas moins de 10 médailles d'or africaines, spécialiste en lutte libre et en lutte gréco-romaine. Il est également l'un des rares athlètes sénégalais à avoir participé à 5 Olympiades, un record absolu, dont 4 en tant qu'athlète et 1 en tant qu'entraîneur national. Parlons autre chose. 2 mois après le départ d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale, la Fédération sénégalaise de football va se pencher sur son remplaçant. D'après nos informations, la Fédération sénégalaise de football devrait se réunir au début de la semaine prochaine pour examiner plusieurs questions, dont la succession d'Aliou Cissé. Lors de cette réunion, les dossiers de candidature seront étudiés et évalués. De plus, l'intérim assuré par Pape Thiaw sera également examiné par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Et pour terminer, l'AS Jaraaf de Dakar accueillera finalement l'US Alger dimanche prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le compte de la 2e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le match est programmé à partir de 16h GMT. Cette rencontre revêt une importance capitale pour l'équipe sénégalaise qui cherche à se relancer après une défaite lors de la première journée et un match nul lors de leur dernier match en championnat. C'était tout pour cette actualité sportive. Voilà, merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 4 décembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.